Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. Alors on va travailler sur les propriétés et applications, produits scalaires. Alors travailler dans R sur des valeurs propres et vecteurs propres. Alors le problème que je me pose aujourd'hui, alors je voulais savoir comment réagissait ma librairie complexe si je travaillais avec des valeurs réelles avec elle. D'accord? Donc on va faire le premier exemple. Alors, ici, on voit qu'on travaille avec des matrices réelles, complexes, puisqu'il y a les MZ. Et je vais vous montrer directement. Donc ici, on a une matrice A qui semble réelle. Ici, on a un résultat qui semble travailler sur des réels. Et on a ici aussi des résultats qui nous donnent l'impression qu'on travaille avec des réels. C'est parce que j'ai utilisé une nouvelle fonction, une fonction qui travaille, qui ne fait apparaître que la partie réelle. Donc maintenant, je supprime la partie réelle. Comme j'ai supprimé la partie réelle, et c'est donc on va imprimer la partie complexe, il faut que je rajoute aussi le contrôle des valeurs complexes. Je vais faire la même chose sur le suivant. Je supprime la partie réelle. Donc on va faire aussi les complexes. On va faire partout. Voilà. Donc la fonction pour imprimer les matrices complexes était celle-là. Et celle qui n'imprime que la partie réelle, c'est celle-là. Donc là, je vous ai présenté tout de suite que les valeurs réelles. Maintenant, on va voir les valeurs complexes. Voilà. Donc on va voir là. Donc là, c'est toujours la même chose. On voit partie réelle et toutes les parties complexes sont nulles. D'accord? Partie réelle, complexe, nulle. Partie réelle, complexe, nulle. Donc on travaille véritablement uniquement avec des réels et à chaque fois qu'il y a des parties complexes, on les met nulles. Voilà, la partie réelle, complexe, nulle. La partie réelle, complexe, nulle. D'accord? Et donc, puisque tous les complexes, la partie imaginaire sont nuls, donc je les ai supprimés. Donc je vais oui. Voilà. Je pense que j'ai tout remis. Voilà. Et donc là, on voit toutes les parties imaginaires qui étaient nulles ont disparu. D'accord? Alors, sur quoi on travaille cet exercice? Alors, même pour Octave, j'ai supprimé la partie... je vais vous le montrer. Alors, il y a Octave qui travaille sur les réels ici. Si je supprime le R, et il faut naturellement ici le contrôle, doubler le contrôle pour les parties imaginaires. Vous voyez, on a notre valeur réelle, et ici la partie imaginaire pour réel, imaginaire pour Octave. Alors moi, j'ai recréé une nouvelle fonction. J'ai donc mis un petit R, et ce petit R permet de n'avoir pour Octave que la partie réelle. D'accord? Voilà. Donc, même la fonction ici qui crée des valeurs aléatoires, donc il y en a une partie R qui ne crée des valeurs aléatoires que pour les réels, et une partie Z qui prévoit réel et complexe. Voilà. Peut-être que je vais vous faire l'exemple. Donc là, ça ne fait que les réels. On va voir ça avec Octave. Donc je vais remettre Octave réel et complexe. Comme ça, vous allez pouvoir voir les deux.
Donc là, on a bien la partie réelle qui a une valeur, et tous les complexes ici, ils sont tous nuls. D'accord? Ils sont tous nuls. Parce que j'ai utilisé une fonction aléatoire qui ne crée que la partie réelle. Maintenant, si je mets la partie complexe, voilà. Maintenant, les valeurs positives, enfin les valeurs réelles, et il y a bien une valeur complexe. Valeur réelle, valeur complexe. Valeur réelle, valeur complexe. Imaginaire. Voilà. Et donc là, je remets le R. Valeur réelle, valeur imaginaire 0. 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 Voilà. Donc j'ai fait un petit travail amusant. Donc j'ai donc essayé d'utiliser des valeurs réelles dans une bibliothèque complexe. Donc il a fallu que je réécrive la fonction qui offre des nombres aléatoires pour qu'elle n'offre que des réels. Ensuite, il y a la fonction qui n'imprime que la partie réelle, aussi bien sous forme scientifique que sous forme normale. Voilà. Voilà, ici c'est la version normale et ici c'est la version scientifique, mais qui affiche que les réels. D'accord? RZ, ça veut dire afficher que les réels. Voilà. Alors maintenant, on va voir le sujet de ce travail. Donc on présente ici la matrice, pardon. On présente ici la matrice, donc on va la mettre dans Octave. Alors, on va vérifier si on arrive à réduire. Alors, ici on a le vecteur V. Voilà. Voilà, ici on a le vecteur V. 37, 68, 37, 68, 62, 41, 62, 41, 56, 62, 56, 62. Voilà, on voit, on a tous les mêmes valeurs. D'accord? Donc là, on a notre matrice. Ici, on a calculé les vecteurs propres. Et ici, on a le transposé du vecteur propre. Ici, on a les valeurs propres qui sont calculées par la fonction voilà. Où elle est la fonction? Voilà, c'est ici, cette fonction calcule les valeurs propres, d'accord? Et on l'imprime ici, value, les valeurs propres. Et ici, c'est la fonction qui calcule par contre les vecteurs propres, d'accord? Et on imprime ici les vecteurs propres. Donc là, pour les valeurs propres, ah ben où ils sont passés? Mes vecteurs, là, mes vecteurs propres, c'est bon, hein? Donc on a les mêmes. Ensuite, maintenant, on va voir les valeurs propres. Ah ben, elles sont là. Donc là, elles doivent être en dessous, voilà, les valeurs propres. Alors ici, c'est la fonction qui calcule les valeurs propres. 12, 94, 12, 94. Et là, elle les calcule. Là, c'est la fonction qui calcule les valeurs propres. Et là, c'est l'équation qui calcule les valeurs propres. Pour cela, on multiplie le transposé de V par A et multiplié par V, et on obtient la matrice diagonale des valeurs propres. Voilà. Et on voit que c'est les mêmes valeurs. D'accord? Là, 12, 59, 12, 59. Donc là, c'est écrit en scientifique, et moi, là, c'est écrit en mode standard. Voilà. On a fait quelques-uns. Voilà. Alors, on va voir le code. Alors, comme je vous ai expliqué, RZ, c'est pour afficher uniquement les parties réelles quand on travaille dans la bibliothèque des nombres complexes. On, voilà, 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 on
on peut afficher ou travailler. Par exemple, ici, on peut créer que des matrices avec des nombres réels. Là, les parties imaginaires et nulles. Ici, par contre, on utilise la vraie fonction qui calcule les vecteurs propres en complexe sur une matrice qui est uniquement réelle et on obtient bien les bonnes valeurs. Ici, voilà, CV, hein, on obtient bien les bonnes valeurs. Ici, on calcule les valeurs propres de la matrice A qui est réelle avec la fonction qui travaille sur les nombres complexes et on obtient bien les bonnes valeurs. Et ensuite, ici, on utilise simplement la multiplication du transposé de V multiplié par A multiplié par V, transposé de V multiplié par A multiplié par V, qui nous donne les valeurs propres et qu'on affiche. Voilà. Donc, les valeurs propres, comme on a vu, transposé des valeurs propres. Ici, on calcule les valeurs propres avec une matrice, avec une fonction, d'accord? Et là, on calcule les valeurs propres avec une équation, c'est-à-dire qu'on multiplie la transposée de V multipliée par A multipliée par V. Voilà. Donc là, c'est la première. On a vu donc qu'au moins la première forme marche bien. Hein. Malgré le fait qu'on travaille avec des nombres réels, on a bien le bon résultat. Là, on va voir la deuxième équation, c'est-à-dire que si on multiplie V par les valeurs propres multipliées par la transposée de V, on obtient A. D'accord? On va juste vérifier ça. Alors, on va essayer, voir si ça marche. Alors là, on a A, et là, on a A obtenu par l'équation qui multiplie le vecteur V multiplié par les valeurs propres, multiplié par la transposée de V, et on obtient bien A. Alors on va voir là le résultat. Alors ici, on a l'impression de A est imprimé. Il est imprimé en mode réel, on supprime la partie imaginaire. Ici, on calcule les vecteurs propres, d'accord? Et là, c'est la véritable fonction qui travaille sur les vecteurs propres complexes, d'accord? Mais qui donne quand même le bon résultat quand il n'y a que des parties réelles. Ici, on calcule le transposé de V. Ici, on calcule les valeurs propres, c'est la matrice des valeurs propres, c'est ça. Les valeurs propres, oui, on calcule la matrice des valeurs propres en multipliant le transposé de V par A par V. V, c'est dans les vecteurs propres. Transposé de V par A multiplié par V, il nous donne les valeurs propres. Et une fois qu'on a ça, eh ben, on multiplie le vecteur V par la valeur propre multiplié par le vecteur propre et on obtient A. C'est ici et le A. Voilà. Voilà. Donc on multiplie le vecteur propre par la valeur propre et on obtient, multiplié par le transposé du vecteur propre, et on obtient bien A. Voilà. Voilà. Donc, petit résumé, quand on veut travailler avec des parties uniquement réelles, avec la bibliothèque qui travaille sur les complexes, j'ai modifier un peu quelques fonctions, par exemple aléatoire, et pour que l'on se rappelle que ça fonctionne sur les nombres réels, j'ai mis un RZ au lieu de Z, d'accord? Et pour afficher les nombres, pour qu'on affiche que les parties réelles, j'ai mis RZ à la fonction P, d'accord? Il y a aussi la fonction EP qui fonctionne exactement de la même manière. Et naturellement,
il faut supprimer le contrôle, la partie qui contrôle la partie imaginaire, puisque quand on met R comme ça, il faut cette partie-là contrôle la partie réelle, il faut le doubler pour que la partie qui comporte la partie imaginaire. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc on a vu que en multipliant les vecteurs propres par la valeur propre, par la transposée, on retrouve bien A. Donc là ça a l'air de fonctionner. On va voir le troisième. Là on va voir l'inversion, si l'inversion des matrices fonctionne aussi. Alors on se rappelle que quand on diagonalise une matrice A, grâce aux vecteurs propres et aux valeurs propres, si on prend l'inverse des valeurs propres, d'accord, on peut obtenir l'inverse de la matrice. Voilà. Donc on obtient A si on multiplie le vecteur propre par la valeur propre et la transposée du vecteur propre, mais si on prend l'inverse des valeurs propres, on va obtenir l'inverse de A. D'accord? Voilà. Alors, comme la matrice est diagonale, on peut donc prendre l'inverse de toutes les valeurs qui se trouvent sur la diagonale des valeurs propres, et on obtient ainsi l'inverse des valeurs propres. Voilà. Alors, ici on calcule les vecteurs propres, CV, vecteur propre. Ici, on calcule les valeurs propres, ici, transposé de V multiplié par A multiplié par V, ça nous donne les valeurs propres. Donc on a utilisé la fonction F qui prend l'inverse. Donc elle prend l'inverse de toutes les valeurs propres. Elle nous donne donc la matrice des inverses des valeurs propres. Et quand on l'introduit dans cette équation, on obtient l'inverse de A. Et quand on multiplie A par son inverse, on obtient T1. Et T1, c'est la matrice identité. Voilà. Quand on multiplie A par inverse de A, on obtient la matrice identité. Il y a plusieurs exemples. Donc, on a déjà vu que on peut bien retrouver les valeurs propres quand on a calculé les vecteurs propres, d'accord? On peut bien retrouver A quand on a les vecteurs propres et le vecteur propre et les valeurs propres. On retrouve bien A. Et on peut, quand on a les vecteurs propres et les valeurs propres, on peut bien calculer l'inverse de A. Donc ça marche assez bien, même si on travaille sur des réels, et ben, c'est intéressant. Donc là on va vérifier si on peut travailler aussi avec les puissances. Alors on a notre matrice A, on calcule la racine de A, et quand on multiplie la racine par elle-même, on retrouve A. D'accord? On va faire plusieurs exemples. On retrouve A. Et comment on fait pour calculer la racine d'une matrice? On la diagonalise, par exemple avec les vecteurs propres, le vecteur propre et les valeurs propres. Il suffit de prendre la racine des valeurs propres et de refaire cette équation pour trouver la matrice la matrice racine de A. D'accord? Si on n'y avait pas la racine, on retrouverait A. Comme il y a la racine des valeurs propres, on trouve la racine de A. S'il y avait l'inverse, on trouverait l'inverse de la matrice A. Si on prenait le carré des valeurs propres, on obtiendrait le carré de la matrice A, etc. D'accord? Donc ça, c'est l'équation qu'il faut se rappeler, qui permet, quand on a les vecteurs propres et les valeurs propres, de retrouver A.
Et si avant de faire l'opération, on introduit une fonction sur les valeurs propres, par exemple racine, carré, cosinus, on va obtenir, au lieu d'avoir a, on a la racine de a, le carré de a ou le cosinus de a. Voilà. Et là, on peut, par exemple, comme on a calculé la racine de a, si on multiplie la racine par elle-même, on retrouve bien a. Voilà. Donc on va voir ça sur le code. Alors, c'est ici, hein. Ici, on a la racine de a, on la multiplie par a, par la racine de a, on a la racine de a, on la multiplie par la racine de a, et on obtient bien a. D'accord? Donc là, c'est le truc. Alors ici, c'est la fonction f qui calcule la racine d'un nombre. Elle ne calcule pas la racine de la matrice, elle calcule juste la racine d'un des coefficients de la matrice diagonale qui est dans lequel il y a les valeurs propres. Et en prenant la racine de toutes les valeurs propres, eh bien, on obtient la matrice des valeurs propres. La matrice des valeurs propres, oui, la racine des valeurs propres. Voilà. Alors ici, on crée les valeurs propres, c'est la fonction qui crée, et c'est bien une fonction qui travaille sur les complexes, même si la matrice A est réelle. Ici, c'est la fonction qui applique f. F, c'est la fonction racine. Aux valeurs propres, toutes les valeurs propres sont transformées en leurs racines. D'accord? Et là, c'est la fonction qui en résulte. C'est la fonction des valeurs propres racines. D'accord? Donc, on va récupérer cette valeur-là qu'on va introduire ici. D'accord? Et donc, on va avoir ici, naturellement, la matrice A des racines. Voilà. C'est ici la matrice A. Vecteur propre, multiplié par la valeur propre qui a été transformée en racine, multiplié par vecteur propre, on obtient SA, la matrice qui donne la matrice A sous forme de racine, la racine de la matrice A, pardon. Donc là, elle est affichée. Et là, on multiplie la matrice des racines A multipliée par la racine des matrices A et on retrouve A. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va refaire la racine, c'est 1/2. Donc là, on va remettre 1/2. Ah, j'ai pas pris le bon fichier. C'est celui-là. Donc là, je vais mettre 2. Donc là, on prend la racine et quand on prend la puissance 2, on retrouve bien A. Donc dans un premier temps, on a A. On en calcule la racine de A. Hein, la racine de A, c'est ici, la racine de A. En prenant la racine des valeurs propres et en reconstruisant A, on obtient la racine de A. Et quand cette racine de A, on la met au carré, naturellement, on retrouve le truc. Non, c'est pas la peine. Non. Voilà. Alors maintenant, là, je vais mettre 3. Donc là, il y a notre matrice A. Là, je prends non plus la racine, mais 1/3. 1/3 de A. C'est la racine troisième, la racine troisième de A. D'accord? Et quand on prend la puissance 3 de cette racine, on retrouve bien A. D'accord? On va voir le code. Donc c'est ici, il y a la fonction qui calcule la racine. Alors en langage C, c'est power, x. Et ici, si on met 2, c'est naturellement x à la puissance 2. Si on met 2 ici, hein, une fraction, c'est la racine de x, d'accord, à la racine de x. Et là,
on peut donc choisir la racine que l'on veut. Là, c'est la racine troisième, d'accord? Puisqu'ici, Pn, c'est égal à 3. D'accord? Alors ici, on calcule les valeurs propres. Ici, on calcule ici, on calcule les vecteurs propres. Ici, on calcule la valeur propre. Hein, il y a l'équation qui nous donne ça. Une fois qu'on a les vecteurs propres et les valeurs propres, on va transformer les valeurs propres en la racine troisième des valeurs propres. Hein, c'est ici, en utilisant la fonction f. Et ici, on reconstruit la matrice A. Simplement, comme là, on a la racine troisième des valeurs propres, et bien on va avoir ici la racine troisième de A. Voilà. Comme ici, on a la racine troisième, ici on a la racine troisième de A. Voilà. Et en prenant le cube de la racine troisième, on retrouve A. On peut essayer de faire un truc amusant, on peut prendre la racine vingtième. Voilà, vingtième. Ça veut dire que pour retrouver A, une fois qu'on a si on arrive à calculer cette valeur, la racine vingtième, il faudra multiplier 20 fois ce nombre pour retrouver la valeur de A. Voilà. Donc ici, on a notre matrice A. Ici, on a pris la racine vingtième de A. C'est ici que c'est marqué. Et ici, on a calculé cette racine à la puissance 20 pour retrouver A. On peut faire quelques exemples. Alors ici, on a la fonction qui calcule la matrice APN à la puissance 20. D'accord? La puissance 20, P c'est ici. Pn, c'est la puissance 20. Voilà. Elle calcule n à la puissance 20. D'accord? Ben, ce que je peux vous faire, c'est à la puissance 1. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais la puissance 1. Est-ce que ça donne quelque chose de particulier? Voilà. À la puissance 1, ici c'est A, ici on voit que c'est, puisque je l'ai calculé à la puissance 1, c'est toujours la même chose, hein, et la même chose partout, voilà, la puissance 1 partout. Voilà. Donc là, ça veut dire vraiment qu'on a pris la matrice A, on a pris la racine vingtième, et on a pris cette racine vingtième, on l'a mis à la puissance 20 et on retrouve bien A. Donc ça a l'air de marcher à peu près correctement. Alors là, on va prendre le carré, comme on a pris les fractions. Maintenant, on va prendre les nombres entiers. Donc on va prendre le carré. Ah, c'est dommage, je n'ai pas utilisé. Ah, peut-être qu'on va prendre le carré, mais de l'autre, si c'est mieux écrit. Ah non, j'ai fait la même chose, tant pis. J'espérais avoir utilisé power au lieu de la multiplication comme ça, mais c'est pas grave. Donc là, on a une matrice A. Là, on a notre création pour retrouver la matrice A. Mais là, comme on a utilisé la puissance 3 des valeurs propres, on obtient A à la puissance 3. D'accord? Et ici, c'est A à la puissance 3 calculé avec la fonction power. Ici, c'est A calculé avec la puissance power. Ici, c'est A calculé avec les vecteurs propres multipliés par la valeur propre auquel on a appliqué la fonction puissance 3 multiplié par le transposé et on obtient AP3. Et AP3 calculé avec cette équation-là donne le même résultat que AP3 calculé avec power de la fonction qui met la puissance 3.
quelques exemples. Donc là, ça a l'air d'assez bien marcher. Là, c'est dommage, je n'ai pas fait comme avec les fractions un contrôle. C'est dommage. Bon, ben, il faudra que je le corrige. Alors bon, ben là, on a vu 2, 3. On va directement passer à cosinus. D'accord. Donc on a vu que les propriétés fonctionnaient bien. On a vu que les puissances aussi fonctionnaient bien. Maintenant, on va voir au niveau des fonctions des équations trigonométriques. Donc on va voir ce que cela donne. Voilà. Donc on a notre matrice A. On calcule ici le sinus au carré, le cosinus au carré, et quand on additionne les deux, eh ben, on obtient la matrice identité. Voilà. Sinus au carré, cosinus au carré, matrice identité. Voilà. Alors, il suffit d'appliquer ici, on a la fonction qui calcule le sinus au carré. D'accord ? Donc là, j'ai fait sinus multiplié par sinus, c'est le sinus au carré. Si on applique cette fonction à tous les coefficients des valeurs propres, la matrice diagonale des valeurs propres, on va avoir la matrice diagonale des valeurs propres au carré, des sinus au carré. D'accord ? Si on fait la même chose avec la matrice des valeurs propres, on applique cette fonction G, on va avoir les cosinus au carré. D'accord ? Alors, c'est ici qu'on calcule les vecteurs propres. Ici, on en prend le transposé. Ici, on calcule les valeurs propres, la matrice des valeurs propres. Le transposé des vecteurs propres multiplié par A, multiplié par le vecteur propre, c'est donné ici. Ça nous donne la matrice des valeurs propres. Ici, on applique la fonction f sur les valeurs propres, ce qui nous donne la matrice des sinus au carré des valeurs propres. Ici, on applique la fonction g sur les valeurs propres. Cela nous donne la matrice des cosinus au carré des valeurs propres. Et ensuite, il suffit d'introduire ça une fois dans la matrice ici. Normalement, ça nous permet de calculer ici la matrice A, mais si on introduit à la place des valeurs propres la fonction qui calcule les sinus au carré des valeurs propres, ici il va y avoir sinus au carré, voilà, c'est sinus de A au carré, et ici c'est la même chose, ici on retrouve la matrice A, mais si au lieu d'utiliser les valeurs propres, on va introduire la matrice des cosinus au carré des valeurs propres, hein, qu'on a calculé ici, et bien on va avoir cosinus au carré. D'accord ? Et c'est ici, c'est le cosinus au carré. Cosinus au carré, c'est ici. Donc. Et quand on additionne sinus au carré plus cosinus au carré, on a la matrice identité. Voilà. Donc ça a l'air de bien marcher, hein. On peut donc introduire directement les... on va refaire un petit truc, on va remontrer. On va supprimer le R. On va doubler pour le... Voilà, Z. On va faire... Comme j'ai supprimé le R, il faut réintroduire le contrôle pour les... partie imaginaire. Voilà, là aussi. Je vais récupérer tout. Voilà. Cosinus au carré, puis je vais faire la même chose, sinus au carré. J'espère que la présentation. Donc là, je supprime le R juste pour vous remontrer qu'on est bien dans les nombres complexes. Donc là, j'ai supprimé le R partout. Avec un peu de chance, ça va marcher. Voilà. Donc on a bien... toutes les parties imaginaires sont bien nulles. Donc on travaille vraiment sur des nombres... voilà.
C'est juste pour vous montrer. Donc là, c'est sinus au carré. On voit bien que les parties imaginaires sont nulles. Cosinus au carré. On voit bien que les parties imaginaires sont nulles, seules les parties. Et là, on fait la matrice identité. On voit bien le 1, 1, 1 et 1. Et les parties imaginaires, naturellement, sont toujours nulles. Voilà. Donc maintenant, je vais tout remettre. On va voir si j'ai rien oublié. Voilà, donc là, c'est bon. Et là, on retrouve bien, j'ai supprimé toutes les parties imaginaires et on retrouve bien les valeurs. Voilà. C'est juste pour vous rappeler que j'ai fait ce travail pour voir si cela fonctionnait. Et ça a l'air de bien fonctionner. Donc là, c'est une deuxième équation trigonométrique. Voilà. Alors, on a une matrice A. On veut calculer cosinus de 2A. Ce qu'il faut, c'est qu'on diagonalise la matrice et on applique aux valeurs propres cette opération-là. Cette opération-là, c'est la fonction f, qui va appliquer cette opération-là à toutes les valeurs propres de la matrice. Et ça ne travaille pas sur une matrice. Ça travaille directement sur un des coefficients de la matrice, les coefficients diagonales, toutes les coefficients diagonales, puisque notre matrice des valeurs propres, c'est une matrice diagonale. D'accord ? Et c'est cette fonction-là qui fait ce travail. Elle applique f, ce qui nous donne cosinus de 2a, et là elle applique g, ce qui nous donne cosinus au carré moins 1. D'accord ? G, c'est cosinus au carré moins 1. Enfin, 2 cosinus au carré moins 1. Voilà. Et on voit que cosinus de 2a est bien égal à 2 cosinus au carré moins 1. D'accord ? On a obtenu ces valeurs-là en appliquant cette fonction-là sur tous les coefficients des valeurs propres. Et ensuite, on reconstruit la matrice A. Et cette matrice A que l'on a reconstruite correspondra à la matrice cosinus de 2A au lieu de la matrice A. Pour reconstruire la matrice A, il suffit de multiplier le vecteur par les valeurs propres, par la transposée du vecteur, et si les valeurs propres ont subi une fonction, par exemple cosinus de 2A, et bien au lieu d'avoir A, on aura la matrice des cosinus de 2A. Si les valeurs propres ont subi la fonction 2 cosinus de A au carré moins 1, et bien on va avoir la matrice qui s'appellera 2 cosinus au carré de A moins 1. Donc on aura donc deux matrices que l'on pourra comparaître, et la trigonométrie nous dit que ces deux valeurs sont identiques, et quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'en effet ces deux valeurs, à partir du travail sur les matrices, on obtient bien les mêmes valeurs. D'accord ? Donc on ne va pas faire le dernier, hein, c'est la même chose. Alors ça, c'est un travail particulier. Je ne sais pas si je vais faire toute la bibliothèque, voir si Gauss-Jordan, les déterminants fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que on peut calculer les valeurs réelles. Ça voudrait dire qu'on pourrait pratiquement supprimer ma bibliothèque réelle, puisque la bibliothèque complexe fait les deux. Mais enfin, j'irai pas jusque-là. Je vais donc juste peut-être tester Gauss-Jordan et déterminant pour savoir si ça fonctionne aussi. D'accord. Donc là, vous avez la version dans le livre Maths C complexe, propriété, produit scalaire, travailler dans R sur les valeurs propres et les vecteurs propres. On vient de voir qu'en fin de compte, on peut travailler avec des nombres réels sur les fonctions complexes, d'accord ?
le calcul des vecteurs propres, c'est vraiment la fonction des vecteurs propres. Par contre, pour afficher, j'ai réécrit une fonction qui n'affiche que la partie réelle, puisqu'afficher des imaginaires de zéro, c'est pas très visible, d'accord? Donc j'ai écrit une fonction qui travaille sur les nombres complexes en mode scientifique et qui affiche les nombres ici, les nombres réels en mode normal et en mode scientifique, les mondes réels. Et ces fonctions terminent par R et Z. Il faut aussi créer une fonction qui crée des nombres aléatoires uniquement réels et pas complexes. D'accord? Sinon, bien entendu, on n'aura pas de nombre réel si on travaille directement avec la matrice Z là, pour les nombres aléatoires. Là, donc là, c'est la partie qui fait ce travail à partir de la bibliothèque. Il y a le même travail, cette fois-ci, sur le matrice réelle, leurs propriétés, produits scalaires, valeurs propres et vecteurs propres. Voilà, on a exactement les mêmes travaux. Hein. Propriétés des valeurs propres et vecteurs propres. Alors, calculer les valeurs propres, recalculer A quand on a le vecteur propre et les valeurs propres, calculer l'inverse d'une matrice à partir des vecteurs propres et des valeurs propres, calculer la racine d'une matrice, calculer la racine troisième ou vingtième d'une matrice, calculer la puissance 3 d'une matrice, éventuellement la puissance 4 d'une matrice, avec les vecteurs propres et les valeurs propres. Tous ces calculs peuvent se faire parce qu'on a diagonalisé grâce aux valeurs propres et en appliquant une fonction sur les valeurs propres, on obtient la matrice correspondante. En appliquant la fonction racine, on obtient la matrice des racines. En appliquant la fonction racine troisième, on obtient la matrice des racines troisième. En appliquant la fonction puissance 3, on obtient la matrice A, la puissance 3. D'accord ? Là, on fait la même chose. On peut calculer le cosinus et le sinus. Et donc, on peut calculer le cosinus au carré, le sinus au carré. Et on peut vérifier une propriété de la trigonométrie, c'est-à-dire cosinus au carré plus sinus au carré, on obtient la matrice identité. Voyez ? Ici, on a calculé la racine et on a la matrice racine de A. Et si ici on appliquait cosinus, on aurait la matrice cosinus de A. Et si on appliquait cosinus au carré de A sur les valeurs propres, on obtiendrait la matrice ici cosinus au carré de A qui nous permettrait de vérifier ce calcul-là. D'accord ? Donc là, c'est la partie sur les matrices. Et là, c'est la partie sur les matrices complexes. Donc vous avez deux versions de la même chose. La deuxième version me permet simplement de tester ma matrice complexe avec des réels. Merci.